Oui, chers spectateurs, bonjour. C'est votre émission Grand Débat Citoyen. C'est votre émission Débat Politique. Je suis à la présentation d'Ovia Muvunga Floribert. Nous allons parler aujourd'hui sur la thématique de la persistance de l'insécurité dans la province, dans les provinces sous état de siège, mais également l'avancée spectaculaire de la rébellion du M23 et ses alliés pour occuper de nouvelles entités. Alors sur ce plateau, nous avons des invités qui vont devoir se présenter. On va commencer à ma gauche. Maître, bonjour. Bonjour, moi c'est Kachouva Mutanga Isaac. Je suis avocat, mais aussi membre du mouvement élevé citoyen. Merci pour votre arrivée. Maître, l'analyste, bonjour. Bonjour Monsieur Floribert, moi c'est Kampale Jean-Paul Soko, je suis acteur et analyste politique congolais. Merci pour votre arrivée. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Maître Guigui Kasereka Kisunga, je suis avocat au barreau du Nord Kivu et membre des RCD KML de l'honorable Atipas Mboussa Nyamwisi. Merci à tous pour votre arrivée. Voilà les invités avec qui nous sommes dans ces studios et avec qui nous allons pouvoir débattre par rapport à la thématique de l'insécurité qui bat record, surtout dans les deux provinces de l'Itourie et du Nord Kivu. Alors, notre première question va s'adresser à Maître Isaac Mutanga. Quelles sont les causes profondes de l'insécurité à l'est de notre pays? Ok, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais faire observer que ça fait environ 3 ans et demi, parce que c'est depuis le 6 mai, 2021 que le chef de l'État a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Itourie. Et l'objectif, c'était de mettre en place une protection rapide des populations civiles, d'endiguer les groupes armés et d'instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et en particulier dans les provinces concernées par l'insécurité. Mais maintenant, depuis tout ce temps, en dépit de cette mesure exceptionnelle, il s'avère que l'insécurité est loin d'être éradiquée de ces zones-là. Alors, que peuvent être les causes? Premièrement, je dirais que la première cause, c'est le manque d'esprit d'anticiper. Donc, le gouvernement congolais se trouverait dans une sorte de distraction en ce qui concerne les questions sécuritaires. Et que donc, ils agissent comme s'ils couraient derrière les événements. Donc, nous avons laissé aux ADF tout le temps de s'organiser, de recruter et de s'enraciner dans la zone. Il en est de même du M23. Alors que nos services de renseignement alertaient qu'il y aurait des gens qui s'organiseraient contre la République, on a laissé faire jusqu'au moment où ils ont pris Bunagana et ils ont progressé sur d'autres entités. L'autre élément, c'est le peu d'investissement dans l'armée et dans nos services de renseignement. Vous savez, nos agents de renseignement étant sous-traités, il est facile qu'ils soient débauchés par les camps ennemis. Et donc, tout en étant dans nos services, ils font office d'agents doubles. Ils sont payés à la fois par l'État congolais et par les puissances ennemies. Et avec de telles manœuvres, il est difficile d'anticiper les attaques de l'ennemi ou alors de surprendre l'ennemi par des attaques éclairs. Donc ça, c'est un défi. Pour ce qui concerne l'armée, dès lors que
l'ennemi semble prendre le dessus, cela veut dire que l'ennemi investit plus de moyens dans le système de faire la guerre, alors que nous y investissons moins de moyens. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle la patrimonialisation du pouvoir et l'échec de la redistribution du revenu national. Vous savez, lorsque les acteurs politiques sentent que le pouvoir politique est un autre moyen d'accéder aux ressources financières, un autre moyen de mener les affaires, et que certaines personnes se retrouvent marginalisées, on les prédispose à adhérer à des mouvements hostiles. Par exemple, j'évoquerai le cas de Corneille Nangaa, une autorité, une personnalité qui a occupé une grande fonction dans notre pays, président de la CENI, et qui se retrouve dans les camps d'un pays agresseur, cela veut dire qu'il se pose un problème, parce qu'il a évolué dans les sphères là, des grands de la politique dans notre pays. Comment est-ce qu'il se partage les gâteaux là-bas? Donc pour lui, ce sont les affaires. Ceux qui sont au pouvoir le marginalisent, lui aussi il doit faire de tout son mieux pour se retrouver à la mangeoire. Et notre cas, le gouvernement décrète l'état de siège. Ce n'était pas une façon pour eux d'apporter une solution à cette sécurité-là, parce que vous avez vu que le gouvernement n'a pas cette politique d'anticipation. Alors quand il prend cette mesure-là, en décrétant l'état de siège, ce n'est pas une façon pour eux d'anticiper cette sécurité dans ces deux provinces-là. Évidemment, monsieur le journaliste, l'État, en décrétant l'état de siège, l'a fait en califourchon, dans le désordre total. On savait seulement quel serait l'objectif de l'état de siège, mais on n'a pas fixé préalablement des stratégies pour atteindre ces objectifs-là. Et malheureusement, chaque fois qu'on appelle le gouvernement à évaluer l'état de siège, le gouvernement semble réticent. Oui, parce que si vous suivez de près, il y a certains élus, même de Boutembo, qui ont eu à critiquer la manière dont les fonds mis à la disposition de l'état de siège étaient gérés. Et on nous parlerait de plus de 2/3 des sommes de FAL que le gouvernement pour l'état de siège qui seraient consommées à Kinshasa. Maintenant, par qui? Par quel mécanisme? Personne ne veut nous dire la vérité. Donc voilà un peu là où je me dis, l'État congolais a une grande responsabilité dans la persistance de la sécurité dans les zones sous état de siège. Alors j'étais en train de poursuivre. Il y a un autre élément, par exemple, ça c'est en rapport avec l'avancée du M23, la difficulté à défaire le M23. Il se remarque une sorte d'absence de doctrine géostratégique au sommet de notre pays. Vous savez, après avoir subi plusieurs défections de ceux qui ont été à la base de l'insécurité dans le Kivu et qui étaient financés ou entretenus par le Rwanda, il fallait définir une politique claire vis-à-vis du Rwanda, une politique claire vis-à-vis de l'Ouganda. Mais malheureusement, nous nous sommes installés dans la facilité comme si de rien n'était. Aujourd'hui, CNDP, et par la suite, d'abord c'était Gilles Moutebousi et les autres, par la suite CNDP, M23 A, M23 bis, et malheureusement nous sommes là, le Rwanda nous agresse, nous donnons des explications byzantines au lieu d'agir. Donc là c'est aussi un problème. Il nous faut construire une doctrine géostratégique à même de nous amener à faire face à cette agression cyclique de la part du Rwanda. Un autre élément que j'aimerais ajouter, les ratés diplomatiques. Vous savez,
moi je me dis toujours que si nous avons du mal à nous attirer des vrais alliés, à même de nous accompagner dans la guerre contre le M23, c'est que nous n'avons pas su nous approcher des alliés que nous sommes capables de fidéliser par des enjeux réalistes. Je prends toujours pour exemple Israël. Quelles que soient les fautes commises par Israël, les Américains soutiennent toujours l'État hébreu. Je prends la Syrie. La Syrie, lorsqu'on attaquait le gouvernement syrien, les Russes ont apporté un appui indéfectible à la Syrie. Et nous, Congolais, nous avons besoin de tels alliés. Alors, qui peuvent nous appuyer, quelles que soient les circonstances, que nous ayons tort ou pas, qu'ils soient prêts à nous soutenir. Et qu'est-ce que nous pouvons donner en contrepartie? Vous savez, nous sommes un pays qui a plein de ressources. Ça, c'est déjà une donne. Un autre enjeu que nous représentons, nous sommes un vaste chantier. On a beaucoup de routes à construire, on a beaucoup d'infrastructures à refaire. Tout ça, ce sont des opportunités que nous pouvons faire miroiter aux alliés pour qu'ils nous soutiennent comme il se doit. Mais passer notre temps à pleurnicher sur le plan international, à évoquer le droit international, à évoquer la morale internationale, à solliciter la pitié des tiers, eh bien, nous aurons du mal à faire face à nos défis sécuritaires. Alors, quel mécanisme doit-on adopter pour que nous puissions avoir cet impact sur le plan international, pour que nous puissions avoir beaucoup d'alliés qui vont soutenir notre pays dans cette situation de sécurité qui bat record? J'ai à le dire, même si je ne suis pas pasteur, j'aime évoquer la première rencontre de Moïse de la Bible avec Dieu. Il lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez quand il l'a envoyé pour aller libérer son peuple? Eh bien, Moïse avait dit, j'ai un bâton. Et évidemment, à partir de ce bâton-là, Moïse a sauvé le peuple d'Israël. Et nous aussi, nous devons nous demander qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons donner en contrepartie à nos éventuels alliés. J'ai dit, nous sommes un pays au sol riche, ultra riche. Nous sommes un pays chantier avec des marchés que nous pouvons passer avec les tiers, avec des contrats d'exploitation que nous pouvons passer avec les tiers. Nous pouvons fidéliser certaines nations pour qu'ils nous assistent pendant des moments difficiles dans notre pays. Merci maître pour vos analyses, maître Isaac Moutanga. Monsieur Jean-Paul Soko, je vais aussi reposer la même question. Selon-vous, quelles sont les causes profondes de l'insécurité, surtout à l'est de notre pays? Voilà, merci pour la parole accordée. Je tenais d'entrer déjà à dire que la cause principale de cette insécurité à l'est de la RDC, c'est la balkanisation de notre pays. Et cette balkanisation est orchestrée par beaucoup de puissances mondiales. Et ces puissances se servent principalement de nos alliés du Rwanda. Comme ce qui s'est passé quand on voulait chasser Mobutu du pouvoir, les puissances extérieures ont manipulé le Rwanda, mais également l'Ouganda. Alors la cause principale, comme je l'ai dit tantôt, c'est la balkanisation de la RDC. Alors pour balkaniser la RDC, les balkanisateurs, ils ont besoin d'avoir une couverture juridique. C'est pour ça qu'ils ont commencé leur aventure en 2009, à la période du CNDP, où on a trouvé un groupe de gens, un peuple qui s'est dit marginalisé. Et ces peuples, pour revendiquer ses intérêts, pour revendiquer ses droits, a pris les armes, a averti, selon ces peuples, l'article 51 de la Constitution, qui stipule que l'État congolais a le devoir de protéger des minorités et d'assurer les survies
des peuples vulnérables. Alors, ils se sont servis de cette couverture juridique et ils ont eu à converser avec le gouvernement congolais. Et bien évidemment, le 23 mars 2009, ils ont signé un accord avec le gouvernement congolais. C'était le CNDP à l'époque. Et voilà, en 2012 plutôt, ils se sont réveillés et ils ont dit que les accords de 2009 n'avaient pas été respectés. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, eh bien, nous on prend les armes, et ils sont devenus les M23. Ils sont revenus encore vers début 2002 pour essayer un peu de déstabiliser les pays. Ça, c'est un peu une casquette juridique que ces mouvements essaient un peu de se donner. Deuxièmement, alors, pour maintenir une rébellion, ça demande beaucoup d'argent. Alors, ils ont aussi une cause économique, parce qu'il faut qu'ils achètent des armes, il faut qu'ils payent leurs troupes, il faut en tout cas qu'ils existent financièrement. Voilà pourquoi ils se mettent à exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo, et ça permet qu'ils puissent avancer. Et récemment, nous avons suivi un rapport qui stipulait que les M23 exploitaient les minéraux congolais à hauteur d'environ 300 millions de dollars apparemment chaque mois. Les minéraux, oui, exactement. Et ça constitue pour ces groupes rebelles une sorte d'autofinancement. Mais aussi, il y a aussi une autre cause, c'est la cause qui se trouve chez nous en RDC, donc la faiblesse militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de trahisons, là il faut le dire. Je me rappelle récemment, il y a 8 généraux qui ont été condamnés à la peine capitale chacun. Pourquoi? Pour avoir trahi. Ils ont trahi, ils ont pris les larges, et d'ailleurs il y a l'un d'entre eux qui a abandonné une position à 12 heures, et l'M23 est venu à 18 heures. C'est-à-dire, l'armée, elle était vraiment infiltrée. Quand il y a 8 généraux, imaginez-vous. Voilà pourquoi à un certain moment, on a vu les M23 avancer à pas de géant. C'est parce que il y avait certains généraux qui étaient achetés et qui partaient sa vergogne en laissant derrière eux des matériels de combat, des armes, des véhicules. Et cela nous a créé beaucoup de problèmes. Jean-Paul Sonko, le président de la République, cite toujours le Rwanda comme état investigateur de la sécurité à l'est de la RDC. Qu'en pensez-vous? Parce que vous avez pu évoquer la question de ces peuples-là qui se réclament d'être minoritaires et qu'on ne tient pas compte de leurs droits. Voilà. Le Rwanda a manifesté actuellement sa volonté de balkaniser la RDC, parce que depuis longtemps M. Paul Kagame était très calme. Bien sûr que le président congolais Félix Tshisekedi fait beaucoup de sorties médiatiques, mais récemment il a pointé du doigt, il a accusé Kagame d'être vraiment les financiers et même les concepteurs même de cette rébellion. Et après ça, il a montré beaucoup de preuves. Ça a poussé le président rwandais à sortir des Sony. Et finalement, il s'est mis à dire qu'il y aurait des terres congolaises, des terres rwandaises qui seraient en République démocratique du Congo. Et donc il y a 1000 raisons pour lesquelles le Rwanda peut attaquer, peut financer les M23. Mais aussi, il y a par exemple la carrière de Mangachuchu qui servait à financer par exemple les M23. Il y avait des minéraux, des coltas qui étaient exploités là-bas, et ces coltas étaient clandestinement acheminés vers le Rwanda. Et aujourd'hui, nous savons que par exemple l'économie du Rwanda est financée à 75% par les aides extérieures. Et donc les restes du Rwanda provient de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je voulais dire que le Rwanda a 1000 raisons de financer cette rébellion, parce que même sa survie économique dépend de quoi, des richesses de la République démocratique du chaos que ces pays sèment à la République démocratique du Congo. Je crois dans la seconde partie, nous allons essayer un peu d'apporter certaines solutions pour résoudre ces problèmes. Guy Kasereka, quelle est votre analyse par rapport à la situation sécuritaire précaire à l'est de la province de la République?
Quelle analyse faites-vous? Merci beaucoup, monsieur la journaliste. Et le journaliste, permettez au moins que je puisse commencer à remercier la chaîne radio-télévision Twambiane de nous avoir accordé cet espace d'échange. Et par la même occasion, si j'ai salué mes co-débatteurs, entre autres Maître Isaac et M. Jean-Paul, pour aller directement au but, c'est par rapport à la préoccupation, par rapport à notre thème de ce jour, parler pourquoi la guerre persiste à l'est de la RDC. C'est vraiment une question un peu complexe. Pourquoi? Parce que nous devons d'abord, quand on parle de la persistance d'une guerre, il faut d'abord connaître des raisons valables pour engager une guerre. Parce que c'est là qu'on doit d'abord commencer, comprendre d'abord des raisons valables. Est-ce que ces gens qui nous attaquent, ces gens qui nous agressent, est-ce qu'ils ont des raisons valables pour déclencher cette guerre? Parce que on ne peut pas parler d'une guerre sans évoquer une raison valable de cette guerre-là. C'est là où on devait commencer normalement. Parce que si nous pouvons énumérer quelques raisons valables qui peuvent pousser à d'autres personnes ou une organisation d'engager une guerre, il y a le préalable. Entre autres, si on parle de raisons valables, on peut évoquer la légitime défense. Est-ce que ceux qui nous attaquent, ils sont dans le contexte de légitime défense? Non. On peut parler de protéger les droits humains. Est-ce qu'ils sont en train de protéger les droits humains? Non. On peut dire aussi que restaurer l'ordre ou stabiliser une région, dans ce sens-là. Est-ce que ça leur objectif? Non plus. On parlera peut-être le respect des engagements ou alliances internationales. Et j'ai suivi mon ami Jean-Paul a évoqué l'accord entre M23 autre chose. Est-ce que maintenant on doit se poser la question? Et nous sommes dans le contexte de respect des engagements ou alliances internationales? Non. Et dans quel contexte ces accords et ces engagements a été concis? On peut évoquer aussi autre chose, renverser un régime jugé oppressif. Est-ce que le régime est jugé oppressif? Non. Alors, d'une part, vous allez constater que parmi ces 5 petites raisons que nous venons d'évoquer, nos amis d'M23 et ADF-NAL ne se retrouvent pas. Même s'ils peuvent se pencher derrière le respect des engagements. Mais il s'agit de quel engagement? Ils réclament l'accord du 23. Vous imaginez? Parce que j'ai suivi mon frère Maître Isaac a évoqué tantôt le nom de M. Nanga et il a ses raisons d'avoir se rallié aux rebelles. Pourquoi? Parce qu'il se sentait peut-être marginalisé et où il y a eu discrimination dans ce sens-là. Mais je dirais que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas peut-être. Est-ce que c'est pour des raisons nobles ou c'est pour des raisons égoïstes? Individuelles. Voilà. Parce que si nous voyons ici, parmi toutes ces raisons que nous venons d'évoquer tantôt ici, des raisons valables pour engager une guerre, donc on ne retrouve nulle part des raisons où Nanga peut se rallier, s'attacher, voilà, partant de telles raisons valables, où je me suis dit que je dois me rallier aux rebelles. Non. Alors, moi je pense que pour répondre à votre préoccupation, pourquoi la guerre persiste? Je pense que les co-débatteurs au moment précédé, ils ont énuméré quelques points. Et nous allons aussi renforcer, ajouter d'autres points selon nos analyses. Oui. Parce que je dirais d'abord, il y a la présence de plusieurs groupes armés dans notre pays. Quand je parle de plusieurs groupes armés, il y a des groupes armés locaux et étrangers. Et ils sont là. Et leur objectif de nous attaquer, ce ne sont pas des raisons valables, mais ce sont des raisons personnelles, individuelles. Vous voyez un peu ça, la réalité. Parce que si on évoque encore autre aspect, on dirait les agents géopolitiques, donc l'influence étrangère.
À l'est de notre pays, nous avons plusieurs pays voisins. Et si vous voyez la situation géopolitique ou géographique de deux provinces sous état de siège, vous constaterez que nous sommes entourés par des pays voisins. Et ces pays voisins cherchent aussi à se ressourcer dans ces deux provinces-là pour peut-être relever leur économie, pour peut-être consolider leur politique. Parce que souvent, à chaque fois qu'on parle de la rébellion, c'est à l'est. C'est à l'est, bien sûr. Dans d'autres provinces, il y en a, mais c'est rarement. C'est cette situation géographique aussi qui laisse que la guerre puisse aussi persister dans la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Il y a un autre aspect, je dirais... Alors, maître, vous avez évoqué les multiples groupes armés qui pillent dans nos provinces, notamment en Nord Kivu et en Ituri. Mais ces groupes-là se disent être des groupes de l'autodéfense pour faire face à l'agresseur rwandais. Quand je parle de plusieurs groupes armés, ils peuvent évoquer les raisons en disant que c'est l'autodéfense contre l'agresseur. Mais d'une part, ils jouent aussi le rôle d'agresseur. Maître Isaac vous a dit tantôt, on a même des agents. Il peut se dire qu'il est agent de renseignement pour le compte du gouvernement. On voit qu'il a double casquette. Ce sont des réalités. Et ce qu'ils ont l'habitude de dire, ce n'est pas ça la réalité que nous vivons sur le terrain. Alors, si vous pouvez me permettre d'évoluer par rapport au point que j'étais en train d'énumérer, j'évoquerai aussi la faiblesse des institutions étatiques de notre pays. En tout cas, nous avons un problème de leadership. Nous avons un problème des acteurs politiques. Et nous avons aussi un problème de manque de volonté politique et manque de patriotisme. Parce que je vais revenir toujours sur ce que les amis ont dit en disant qu'il y a des militaires qui sont à côté des FARDC, mais ils sont là au nom et au compte de nos agresseurs. Donc vous constatez qu'il y a un manque de patriotisme. On n'a pas affaire à des acteurs patriotes, mais on a affaire à des acteurs égoïstes. Et avec cette réalité, la guerre doit persister et continuer. Parce qu'au lieu de viser l'intérêt général, chacun cherche son intérêt personnel. Et vous pensez qu'avec ça, tes intérêts ne sont pas mes intérêts. Les intérêts des Japonais, ce ne sont pas les intérêts de Maître Isaac. Ça doit créer toujours des divergences. Et l'insécurité doit persister. C'est là où il y a le problème, mon ami. Ce n'est pas à cause de leur traitement. Est-ce que les militaires sont bien traités au sein de l'armée? Vous savez, on peut parler de traitement, bien sûr, ça fait partie. Parce que quand je parle de la faiblesse des institutions étatiques, cette faiblesse-là, c'est partant de leur façon de gérer. Là, on sous-attaque à la gestion. C'est là où il y a le problème. C'est là où que ça cloche. Quand on parle de la faiblesse, donc ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Et lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur, nous parlons d'une faiblesse de leur côté. Et lorsqu'il y a faiblesse, nous voyons maintenant des conséquences qui se répercutent. C'est là où il y a les problèmes. Alors, je disais aussi qu'il y a un problème aussi d'exploitation illégale des ressources naturelles. Nos ressources sont convoitées. Il y a une convoitise de nos ressources. Exactement. Et ces groupes armés, c'est ce que je vous ai dit, ils ne sont pas là pour réclamer. Ils ne sont pas là pour une cause valable, une raison valable de GI à évoquer les 5, mais ils sont là pour récupérer des ressources naturelles dans notre pays. Je dirais qu'aujourd'hui, la guerre, c'est un business. Les gens investissent dans la guerre pour détruire et s'enrichir. De leur côté. C'est une source de revenus. C'est une source de revenus pour les autres présentement. À l'époque, on réfléchissait dans le sens qu'il faut avoir des raisons valables pour engager une guerre. Mais aujourd'hui, pour les intérêts égoïstes, on a dénaturé des raisons valables pour engager une guerre. Mais pour des intérêts personnels, pour extraire nos ressources,
ils se permettent de faire quoi? De créer des scénarios et évoquer des raisons non fondées. Non, mon frère Jean-Paul venait le dire tantôt ici que non, les Rwandais réclamaient qu'ils ont une partie de leur terre chez nous. À RDC. Ce qui est inconcevable. Parce que je ne sais pas, entre RDC et Rwanda, parmi les deux pays, lequel peut annexer l'autre? Si nous revenons, nous remontons à la réalité ou à l'histoire de l'Afrique. Et là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Alors, il y a aussi un autre problème, ce sont des tensions ethniques et historiques. Et les gens profitent par rapport à cette situation-là, même à l'Ituri. On parlait à l'époque les Hema et les Lendo. Et les gens se passent à cette situation-là, il y a seulement à un moment, mais ils cherchent à nourrir ça pour profiter et trouver des voies d'entrée, d'accéder et continuer avec leur scénario de guerre et pour soutirer nos ressources. Mais en vrai dire, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai cause. Oui. Alors moi je pense que nous devons d'abord comprendre ça. Et nous devons informer la population congolaise qu'on puisse d'abord, parce qu'on ne peut pas chaque fois appuyer les gens. Parce que j'ai senti que les autres ont tendance même d'appuyer Nanga. Moi je dirais que si on peut avoir déjà réclamé un RDC, Nanga n'est pas parmi. Il évoque l'article 64. 64, il interprète ça mal. Si on peut évoquer Nanga aujourd'hui, parmi les Congolais, il était président de la CENI. Il a assumé des hautes fonctions dans ce pays. Bien sûr. Il y a eu des carrés miniers. Il s'est enrichi. Par rapport à moi et Jean-Paul, on a eu quoi? Peut-être nous, si on pourrait réclamer Maître Isaac, on pourrait comprendre qu'il y a une discrimination. Mais Nanga, non. Mais moi, je dirais qu'à lui, il y a l'ADN là, des trahisons. Nanga, c'est un trait, il nous a trahis. On peut évoquer d'autres personnes qui peuvent se rallier aux agresseurs. Mais voyons d'abord, est-ce qu'ils ont des raisons valables pour se rallier à ces gens-là? C'est là que nous devons d'abord rester. Mais il ne faut pas toujours encourager le mal. Parce que si Nanga évoque ses réseaux personnels, Maître Isaac aussi évoquera l'autre, moi aussi, et l'autre aussi. C'est ça maintenant la cacophonie. Et ça va créer plus de... Donc nous devons chaque fois viser des raisons, des intérêts généraux et non des intérêts personnels d'abord. Parce que dans l'intérêt général, les intérêts individuels, nous nous retrouvons dedans aussi indirectement. Mais pour les cas de Nanga, en tout cas, je ne partage pas les mêmes sons de cloche que notre co-débatteur Maître Isaac, et je salue encore en passant. Merci. Et pour Nanga, je dirais que Nanga, c'est un traître, on ne peut pas l'encourager. Mais aussi, le sujet un point, avant dernier, pour je dois pécher, il y a des limites de l'état de siège. Maître Isaac l'avait évoqué. Ils ont décrété l'état de siège dans la précipitation, sans planification. Ah bon? Mais ce que je vous dis, c'est vrai. Parce que avant de décréter l'état de siège, on devait d'abord analyser, planifier. Quels sont les plans? Mais sans préalable. Mais quels sont les plans? On devait d'abord étudier les mécanismes. Il ne faut pas seulement lire la Constitution, non. On peut décréter l'état de siège, on peut décréter l'état d'urgence. Mais il y a des préalables. Je vous pose la question. Avant et après l'état de siège, il y a quoi? Est-ce qu'il y a des changements? Mais vous constaterez encore, ça s'empire. Il y a maximisation des recettes. Ce n'est pas ça la mission de l'état de siège. C'est là qu'il y a des confusions quand même. Parce que si on a eu à décréter l'état de siège, c'était avec une mission précise. Stabiliser notre province. Et c'est le cas. Mais aujourd'hui, il continue à avancer. Et on est en train de prolonger. Et nous allons conclure que l'état de siège en RDC, c'est juste un scénario. Mais il y a des évaluations qui se font chaque jour. Les évaluations avec des intérêts égoïstes et personnels toujours. C'est là où il y a les problèmes. Parce que si on donnait cette opportunité aux vrais patriotes d'analyser la situation de l'état de siège, on ne devait même pas reconduire. Merci maître pour
vos analyses. On va revenir. Merci beaucoup. Je voulais citer, je ne sais pas par le dernier point que Maître Isaac avait évoqué. C'est le choix des alliés. Vous allez revenir, Maître. Oui. Maître Isaac Muntanga, quel mécanisme doit-on adopter vraiment notre gouvernement pour endiguer cette situation de l'insécurité qui bat record à l'est de notre pays? Ok, merci beaucoup. Parce que vous savez, partant de votre thématique, nous scrutons les causes de la persistance de l'insécurité en dépit de l'état de siège. Voilà. Et alors, pour en ressortir, pour sortir de cette situation d'insécurité cyclique, premièrement, nous devons investir massivement dans notre armée. L'investissement dans notre armée, on voit le volet équipement. Nous devons moderniser l'équipement de notre armée en sorte que celle-ci soit en mesure de pouvoir défaire l'ennemi. Il y a aussi la question de la prise en charge de nos troupes au front. Vous voyez, il faut mettre la main sur tous ces bandits-là qui détournent la solde des militaires qui sont au front, qui détournent même leurs rations, qui les privent du minimum pour devoir combattre. Récemment, il y a eu des procès de certains soldats fugitifs qui fuyaient devant l'ennemi, mais lorsqu'ils essayaient de se défendre, on comprenait autre chose pour dire que la prise en charge était insuffisante. Mais maître, il y a un plan de défense nationale qui a été adopté dans l'Assemblée nationale. Le plan, c'est juste un document programmatif. Mais ça ne veut pas, ça demande l'effectivité, ça demande des moyens. Il ne suffit pas seulement de faire des annonces sans une pratique sur le terrain. Mais il y a aussi la question de la formation et de l'éducation continue de nos militaires. Il faut adapter la formation de nos militaires à de nouvelles donnes. Par exemple, comment combattre les terroristes, comme ceux qui nous égorgent ici en territoire de Beni, les ADF. Il faut aussi augmenter le sens de discipline au sein des FARDC. Parce que si vous observez un militaire ougandais, vous le mettez là-bas et vous mettez à côté un militaire congolais, vous allez voir que sur le plan de la discipline, nous avons encore beaucoup à apprendre de nos voisins. Voilà, donc il y a cette donne-là de la discipline qui manque au sein de notre armée. Sur le plan diplomatique, je souhaiterais que nous puissions choisir des alliés qui ne peuvent pas nous trahir, des alliés qui soient à même de nous défendre, des alliés avec lesquels nous passons des accords clairs, fiables. Et non, vous invitez les gens pour venir vous aider à endiguer la guerre. Quand ils arrivent, ils disent notre objectif n'est pas de combattre l'ennemi. Alors là, c'est être floué par le soi-disant allié. Donc il y a cet aspect-là sur lequel nous devons beaucoup insister. Pourquoi pas passer des accords de défense comme ce qui avait été fait avec l'Ouganda? Voilà, avec des États tiers. Donc vous voyez, il y a cet aspect-là diplomatique que nous devons prendre au sérieux. Mais aussi, il faut la rééducation de l'homme congolais. J'évoquais ici la question de Nanga, une personne qui a assumé de grandes responsabilités. Venir se retrouver dans les cas ennemis, c'est vraiment ridicule pour la nation. Si Nanga peut se rallier à l'ennemi, maintenant qu'en est-il du petit citoyen qui n'a rien profité, du citoyen lambda qui n'a rien profité des avoirs de la République? Par ailleurs, nous devons revoir aussi la gouvernance. Vous savez, j'ai évoqué la patrimonialisation du pouvoir. Il ne faudrait pas qu'on prenne l'exercice du pouvoir comme une autre manière de mener les affaires. Pourquoi? Si on laisse persister cette perception de la politique, ça pousse certains d'entre nous à prendre les armes.
Parce que pour les gens de la formation de mon ami Kambal ici, la guerre c'est une autre manière de faire la politique. Et donc, s'il faut continuer à considérer la politique comme une manière de faire main basse sur les ressources nationales, tout le monde doit se débrouiller de faire main basse par n'importe quel moyen. Si les autres y arrivent par des élections fiables ou truquées, d'autres vont chercher à y parvenir en prenant les armes. Donc il faut remettre la politique au service du citoyen, au service de la nation. Il n'y a pas de distribution équitable des richesses nationales, c'est ça que vous êtes en train de dire. Évidemment, c'est ce que je suis en train d'insigner. Et en fait de compte, nous devons concevoir une doctrine géostratégique pour faire face à notre allié de l'Est. Quand je lisais l'histoire de l'Allemagne avec la France, avant la Première Guerre mondiale, il y a des stratèges français qui interpellaient leur gouvernement, pour leur dire, voilà, nous venons d'une autre guerre avec l'Allemagne, quand on avait pris l'Alsace et la Lorraine aux Français. Ils disaient, notre regard doit être tourné vers l'Allemagne. Et au besoin, il faut construire une grande base militaire vers l'Est. Curieusement, les hommes politiques français étaient dans la distraction. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été malmenés par les Allemands. Je crois que nous aussi, nous devons nous ressaisir pour nous dire pourquoi est-ce que les petits Rwandais multiplient chaque jour des assauts sur le territoire congolais. Que faire pour la dissuader une fois pour toutes? Est-ce que derrière et construire des stratégies pour endiguer la menace rwandaise. Et évidemment, c'est ce qui manque au sommet de l'État. Derrière les Rwandais, il n'y a pas les terreurs de ficelles comme on était en train d'évoquer l'accord qui ont été signés ici avec l'Union européenne et les Rwandais par rapport aux minéraux. Ce n'est pas ces gens-là qui donnent cette force au Rwanda. Ça, ce n'est pas une justification. Vous savez, je me souviens d'une déclaration de l'ancien dictateur Hitler qui disait: seul l'effort mérite l'amitié. Seul l'effort procure l'amitié. Donc nous devons faire de nous d'efforts pour mériter le respect des autres. Nous ne pouvons pas passer notre État à dire non, la communauté internationale soutient le Rwanda. Vous voyez, non. Les États, les nations voguent au gré de leurs intérêts. Nous n'allons pas demander aux autres de ne pas profiter des intérêts qui s'offrent sur le plateau. C'est à nous de voir aussi comment intéresser les autres vers nous, pour qu'ils viennent vers nous, pour qu'ils puissent coopérer avec nous. Voilà au moins moi ma perception. Donc la politique interne, la politique endogène de notre pays doit avoir cette force pour impacter au niveau international. Évidemment, pour être compté, il nous faut être sérieux. Il faut se demander déjà, est-ce que réellement nous sommes sérieux? Quand j'observe ce qui se passe dans notre pays à l'instant, si vous suivez nos amis qui sont à Kinshasa, ils sont préoccupés par la révision cautionnaire. Alors qu'à côté ici, à l'est du pays, on égorge les gens. Les ADF commettent des atrocités innommables. Alors que chaque jour, les M23 poussent nos frontières vers l'intérieur. Mais la grande préoccupation, c'est comment réviser la Constitution. C'est Balthazar, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Alors c'est là aussi ne pas dire la grandeur géographique de notre pays, parce que quand vous évoquez ceux qui sont à Kinshasa, peut-être parce que Est c'est plus loin, plus que la capitale, et que pour eux ils ne sont pas directement concernés par cette situation de sécurité, maître. Bon, la question de la grandeur ne peut pas être prise comme un prétexte pour laisser le pays se détruire. Moi, je pense que nous ne sommes pas l'unique pays le plus vaste au monde. Il y a la Russie qui défie toutes les concurrences possibles. On parle d'avions 6 fuseaux horaires, si pas combien de fuseaux horaires. Nous n'en avons que 2. Pour dire que c'est un État continent. Même les États-Unis, c'est un État très vaste. Mais vous voyez comment ils ont profité de leur territoire, de la grandeur de leur territoire, pour construire des nations fortes.
qu'est-ce que nous attendons nous autres pour être sérieux et nous faire respecter dans le monde? Voilà. Merci Maître Isaac Moutanga. Monsieur Jean-Paul Sok, est-ce que ce n'est pas l'homme politique congolais qui est à la base de tout ce que nous voyons comme désordre au sein de notre pays? Voilà, je voudrais dire qu'on est mieux servi que par soi-même. Et donc, si on veut vraiment voir ces pays changer, si on veut améliorer les choses, si on veut ramener la sécurité dans notre pays, il faudra bien que l'homme congolais puisse être conscient de sa situation et de trouver lui-même des solutions. Peu importe les gens avec qui il peut travailler, l'essentiel c'est que la situation puisse s'améliorer. Et après avoir vu ce qui se passe à Luanda, les accords, les processus de Luanda, un processus qui sert à distraire les gouvernements congolais, parce qu'au même moment, les gouvernements rwandais s'ira comme étant un peuple qui veut mettre fin au FDLR et la RDC s'ira comme étant un peuple qui veut mettre fin au M23. Alors on s'est dit, bon, finalement, ces gens, ils vont s'attendre comment? Et l'M23 de son côté, il affirme qu'il n'est pas concerné par ces accords. Et donc nous voyons que ce qui se passe au niveau de Luanda, c'est vraiment une distraction totale. Il y avait communiqué de l'armée qui était en train de dire qu'ils mettent à garde les militaires qui collaborent avec les FDLR. Ne pensez-vous pas que les Rwandais ont raison d'évoquer cette question des FDLR? Voilà, je parle de la distraction. Pourquoi? Parce que la question des FDLR avait déjà été résolue. Et nous avons appris, c'est prouvé que le Rwanda lui-même avoir des ressortissants rwandais sur le sol congolais, et ces gens ils viennent se déclarer comme étant de FDLR, parce que imaginez quelqu'un qui a compati à 1994, je crois, s'ils étaient âgés de 30 ans, actuellement ils n'ont pas l'âge de se battre. Ils n'ont pas l'âge de se battre. Mais aussi, si vous parlez des enfants, pendant toute cette période-là, on a procédé à une sorte de rapatriement des citoyens rwandais qui s'étaient réfugiés sur le sol congolais. Et donc cet alibi dont se sert Paul Kagame pour voler les minéraux de la République démocratique du Congo doit être vraiment tomber caduc, doit tomber à fait caduc. Pourquoi? Parce que les FDLR, les vrais FDLR qui auraient perpétré ce qu'on appelle génocide, ce que moi j'appelle génocide des Rwandais, non pas seulement des Tutsis, parce que les Tutsis ont été tués, les Hutus ont été tués, les Tois également, ils ont été tués. Alors voilà pourquoi je parlais un peu de ce qui se passe au niveau de Luanda. Je pense que c'est vraiment une grande distraction. Et d'ailleurs, récemment, notre premier ministre a déclaré qu'il y a un accord qui aurait été signé entre les gouvernements rwandais et celui de la République démocratique du Congo, selon lequel les Rwandais auraient pris la décision de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Quelques minutes après, le chef de la diplomatie rwandaise, il vient et il demande ce que notre premier ministre venait de dire tout à l'heure. Ce qui prouve qu'il n'y a pas confiance. Ce qui se passe à Luanda, normalement, avant de dialoguer avec quelqu'un, il faut qu'il y ait d'abord un climat de confiance. Mais du moment où il y a déjà contradiction entre les équipes diplomatiques, il y a lieu à croire que ce qui se passe au niveau de Luanda, c'est vraiment une distraction. Les trucs qui se passent au niveau de Nairobi, c'est aussi une distraction, parce que le président Ruto lui-même a déclaré récemment que ces problèmes-là, c'est un problème entre Congolais. Alors vous devez résoudre là chez vous, au Congo, ces problèmes-là. Et donc, je voudrais dire que ces deux processus, on doit les abandonner et nous concentrer sur ce que je dis, que l'on ne peut être mieux servi que par soi-même. Alors, comment on va se servir soi-même? Nous allons d'abord commencer par nos forces armées. Nos forces armées doivent être bien équipées. Ils doivent être bien formés. Nos forces armées doivent avoir des renseignements très efficaces pour faire de l'espionnage et de ce qu'on appelle contre-espionnage. Parce que quand, par exemple, on découvre qu'il y a des généraux qui trahissent l'armée, c'est que on n'a pas eu une équipe de contre-espionnage capable de trouver ces gens-là, de repérer les traîtres. Et je tiens à rappeler que dans toutes les armées du monde, il y a toujours eu des espions et des équipes de contre-espionnage. La Russie
la Russie aussi a des équipes de contre-espionnage. Parce que la Russie peut aussi être infiltrée. Les États-Unis peuvent aussi être infiltrés. Alors, nous ne sommes pas spéciaux, nous, la RDC. On doit renforcer notre armée en hommes, en équipement, mais aussi... Faudra-t-il dire que l'armée n'a pas assez de matériel pour faire face à l'ennemi? Parce que je me souviens, le président de la République parlait de la montée à puissance de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et quand il dit montée à puissance, cela veut dire qu'il y avait des matériels, du personnel. Et voilà. Comment vous voulez contredire le président? Les chefs de l'État, ils parlent de la montée à puissance par rapport peut-être... C'est lui. Moi, je n'ai pas encore vu cette montée parce que tout se juge par les actions. Comment vous voulez dire monter à puissance alors que les gens sont en train de fuir? Moi, je ne vois pas vraiment de montée à puissance. Comment vous voulez dire monter à puissance quand Corneille Nanka et ses amis sont à mesure d'organiser des meetings dans des endroits géolocalisables sans être bombardés? Je rappelle actuellement qu'il y a des armements capables de bombarder des Nanga, par exemple. Vous voyez, les États-Unis, quand ils sont en train de lutter contre Al-Qaïda, ils sont à mesure de bombarder les chefs rebelles là où ils sont. Nous sommes en train de voir... Oui, des tirs ciblés. On est en train de voir ce qui se passe avec Israël, avec les dirigeants du Hamas et ceux-là de Hezbollah. On est en train de bombarder ces gens-là. Et donc, notre armée devait être assez équipée pour permettre que nous puissions nous imposer militairement. Parce que ce qui est vrai, ce monde ne connaît que les rapports de force. Si on reste faible, j'ai suivi récemment le président Macron qui disait que le monde est constitué des herbivores et des carnivores. Si vous demeurez herbivore, vous serez mangé par les carnivores. Et donc, nous devons être aussi des carnivores en renforçant notre armée. En dehors de l'armée, nous devons aussi penser à... Je salue la décision de l'Assemblée nationale d'avoir adopté une loi sur des réserves, sur la réserve nationale, la réserve de notre armée nationale. Et là, je vais parler principalement de la défense communautaire. Et là, je parle de Wazalendo. Vous savez, moi, je l'ai dit clairement que si aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont été récupérés, s'il n'y a pas beaucoup de localités qui ont été récupérées par les M23, c'est parce que les Wazalendo se sont impliqués. Quand on arrêtait les généraux FRDC, les Wazalendo avançaient. Alors j'aurais bien voulu qu'il y ait renforcement de cette défense communautaire et que l'on forme suffisamment des gens. Moi personnellement, vous savez, aujourd'hui à avancer, je l'ai proposé avant qu'on organise un peu des formations. Par exemple, par Célile, on trouve quelques jeunes d'une bonne moralité qu'on va former et qui, nous sommes à guerre, à qui on va donner des armes pour qu'ils puissent défendre, par exemple, leur communauté, leurs entités, parce qu'ils ont joué un très grand rôle. Mais aussi, j'aimerais parler des partenariats. Je le disais, j'ai fait un article sur les partenariats. Moi, j'ai souhaité que la RDC puisse conclure des accords avec la Russie, des accords militaires, qui seront caractérisés par le fait que la Russie viendra installer des bases militaires à l'est de la RDC. Une à Ituri et une autre au nord Kivu. Cela ne pourrait pas avoir des conséquences au niveau international pour notre pays? Non, les bases militaires sont partout. La Russie a des bases partout. Elle a des bases partout. Les États-Unis ont des bases partout. Ça va avoir des conséquences dissuasives, exactement, parce que un ennemi, ces petits M23, les ADF Nalou, quand ils apprendront que non, il y a des bases militaires russes, s'il vous plaît, avec la technologie moderne. Je rappelle que la Russie, c'est la première puissance militaire mondiale. Si ces pays-là viennent installer deux bases militaires à RDC, une base à l'est et une autre à Ituri, cela va permettre que nous puissions constituer une force de dissuasion. J'ai aussi parlé dans les mêmes articles de Wagner. Vous voyez, Wagner, c'est une société paramilitaire qui travaille bien et qui est très efficace sur le plan offensif. Vous voyez, par exemple, les hostilités avec l'M23, Wagner a vraiment une très grande technologie capable de repérer les rebelles du M23 partout où ils sont.
Et cette solution-là, je crois, à seulement un mois, on pourra mettre fin à cette guerre qui est en train de nous déranger. Mais aussi un élément que nous, on va profiter de toutes ces bases militaires, c'est que on n'aura plus à envoyer nos militaires à Russie pour la formation. On va directement organiser dans ces bases militaires des académies militaires pour former des officiers avec des compétences provenant des Russes à République démocratique du Congo. Moi, je crois que tout est possible, mais tout dépend de la volonté politique pour que cela soit en tout cas concrétisé. Merci, monsieur Jean-Paul Soko, pour vos analyses. Maître Guy Kasereka Kisunga. Alors, faudra-t-il dire qu'il n'y a pas assez de volonté politique pour mettre fin à cette sécurité dans notre pays, dans les chefs des acteurs politiques et du régime en place? Oui, on dira d'une part que c'est à l'œuvre qu'on est l'ouvrier. Parce que ce qui se passe présentement dans notre pays, c'est la preuve qu'il y a une mauvaise foi dans les chefs de nos acteurs politiques. Je voulais citer, quand vous m'aviez donné la parole, en disant que normalement, il y a un problème de choix des alliés. Parce que l'ami Jean-Paul a évoqué la Russie, vous avez parlé des États-Unis. Aujourd'hui, le choix est clair. Parce que dans le monde politique, il n'y a pas des amitiés, mais ce sont des intérêts. Qui comptent plus. Et vous devez aussi rester dans les contextes de la souveraineté de chaque État. Ce n'est pas de dire qu'aujourd'hui, comme nous sommes alliés avec les États-Unis, et puis on ne peut plus se rallier avec d'autres personnes. C'est notre choix. On peut ou n'est pas. Et il suffit de décider et renoncer et se rallier de l'autre côté. C'est ça, la politique. Donc, comme vous l'avez évoqué, nous avons un problème des acteurs. Nous avons le problème d'hommes. Nous avons le problème de patriotes. Et surtout, je dirais, des patriotes responsables. Parce que, même si on peut analyser, même si on peut changer la constitution, même si on ne peut pas beaucoup parler, mais tant qu'on n'a pas des hommes responsables, capables et patriotes, rien ne peut marcher. L'autre dira que vous avez évoqué que la grandeur de notre pays, c'est ça le motif de mes gestions ou de nos dirigeants de ne pas être à la hauteur. Mais moi je dirais que c'est une opportunité pour nous parce que ça constitue déjà une force. Qu'on doit exploiter. Mais qu'on doit exploiter, c'est une opportunité et non une faiblesse. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'à chaque fois que les gens réfléchissent de la sorte, ce sont eux qui incitent la balkanisation de ce pays. Alors, à chaque fois, je suis sensible à de tels mots. Et quand quelqu'un parle de la guerre, je dois d'abord m'attaquer. Est-ce que la raison de cette guerre-là est valable? Et quand quelqu'un parle de l'immensité de notre pays, je dois attendre parce que je sens déjà en lui l'intention cachée, entre autres, la balkanisation de notre pays. Donc de temps en temps, quand nous sommes devant la population, nous devons prendre soin de les interpeller. Pourquoi ça? Parce que nous sommes victimes aujourd'hui de notre choix. Parce que gouverner, c'est prévenir. Mais rien ne se passe comme prévu dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui bloque, maître? La première des choses d'abord, la responsabilité est partagée. Au-delà de la volonté politique de nos animateurs, du gouvernement en place, il n'y a pas quelque chose aussi qui bloque comme on est en train de l'évoquer, la Constitution actuellement. Mon frère, présentement, le problème de la RDC, ce n'est pas la Constitution, qu'on ne vous trompe pas. Et si présentement les gens doivent évoquer la révision de la Constitution, c'est une distraction. Présentement. Ce n'est pas la INE. On ne dit pas que la Constitution ne peut pas être révisée. Il peut y arriver qu'on se met autour d'une table, on cible des dispositions, et
puis on peut réviser. Mais ce n'est pas le moment. Et c'est la Constitution qui vous empêche d'attaquer l'M23. Non. Est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de résoudre le problème social de notre population? Non. C'est la manque de la volonté politique. Parce que ici à RDC, il suffit d'accéder au pouvoir. On n'est plus là pour servir, mais on est là pour se servir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi manque de ressources pour ne fût-ce que financer l'armée et mettre au top notre armée? Le vrai problème c'est quoi? Quand on parle de la politique, la gouvernance, parce que on n'avait pas donné assez de temps pour détailler et parler à long et à large. La gouvernance c'est quoi? La gestion c'est quoi? Et quand à chaque fois ils ont des budgets qu'ils votent, non? Le budget là, ce ne sont pas des chiffres seulement. On adopte autant de chiffres pour telle réalisation. C'est le problème d'effectivité. On a les moyens, mais mal gérés. Et ce sont les mêmes acteurs là qui détournent ces moyens là qui peuvent nous aider pour aller résoudre le problème. Ben, vous êtes concerté qu'on doit décaisser autant de millions pour l'armée. Par exemple, 20 millions. D'accord. Et quand il faut maintenant exécuter et mettre à leur disposition, vous mettez seulement 2 millions. Et qui est l'auteur de notre malheur? Ce sont nos politiciens. Je dirais même aussi que nous devons prendre conscience, surtout aussi la population. Quand on doit faire le choix de nos dirigeants, on doit tenir compte de ces aspects-là. Pas seulement parce qu'il est de mon parti politique, mon frère, ma tante, mon oncle. Il faut voir à une personne, est-ce que en lui, c'est un patriote? En lui, est-ce qu'il est en mesure de servir ce pays? C'est ça. Mais malheureusement, en RDC, on ne réfléchit pas dans le sens de servir, mais on réfléchit toujours dans le sens de se servir. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où ça ne marche pas dans notre pays. Donc, il y a un problème d'abord de prise de conscience. Et je vous avais dit que le problème du choix des alliés. Parfois, nous choisissons des alliés frappeurs. Laissez-moi le dire comme ça. Est-ce que ces dirigeants-là, ils n'ont pas une pression, une quelconque pression derrière eux pour dire que des chantiers tel allié à tel autre allié, il peut y avoir des conséquences surtout dans tous les états, les pressions là ne manquent pas. Il y en a. Parce que nous avons déjà il y en a partout. Nous avons déjà connu des assassinats dans notre pays. Il y en a partout. Mais qui ne risque rien n'a rien. Vous savez, même un taximan de quitter chez lui à la maison pour aller faire son activité, il prend des risques. Tout peut arriver. Et vous avez vu que non, le fait qu'on a tué un taximan, on n'a plus de taximans dans la ville de Butembo. Ils sont là. Qui ne risque rien n'a rien. Ils savent que si je reste à la maison, mes enfants n'auront pas à manger. C'est ça un dirigeant de la sorte qui doit réfléchir. Je dois prendre les décisions favorables à mon peuple. Et non des décisions pour favoriser Y ou X. J'ai été élu par ces peuples-là pour les servir et non pour se servir. C'est là où il y a le problème. La priorité, c'est quoi? C'est servir les alliés ou servir le peuple? Oui, mais... Alors, vous constaterez que nous avons un problème très, très, très sérieux. Ce qui est important, la première des choses d'abord, ce sont des acteurs politiques. Alors, maître, quelles sont les pistes de solutions? Des pistes de solutions, je vous avais dit que nous devons d'abord faire le meilleur choix des alliés. Parce que parfois, nous choisissons des alliés qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Et ce qui est important, nous devons effectuer des meilleurs choix des alliés. Et tabler aussi au préalable avant de signer des accords. Au Congo, nous savons beaucoup bavarder, parler. Là, on parle beaucoup. Mais pour exécuter, c'est tout un problème. Alors, nous devons changer notre façon de faire. Chez nos voisins, ici au niveau de Tanzanie, si vous voyez des réalisations qu'ils ont à réaliser pendant une courte période, vous serez surpris. Mais chez nous en RDC, il y a toujours des promesses. Les gens s'inventent toujours. On va faire ceci. Une
il suffit seulement de réfléchir. Automatiquement, on commence à en parler. Et comme si on a eu à matérialiser. On réfléchit à parlant. Vous voyez, ce qui n'est pas bon dans la politique. La politique, il faut savoir jouer au jeu cache-cache. Et rester dans l'objectivité. Mais quand vous cherchez seulement à plaire, parler, bavarder, sans réaliser, c'est rien du tout. Mais ce qui se fait à côté ici, c'est vraiment étonnant. Que chez nous, nous vivons seulement, en RDC, nous avons de bons parleurs. Mais des acteurs qui doivent réaliser. Non. Même de loi, on en a en abondance. Même notre constitution, on n'a pas assez de choses à reprocher à cette constitution, mon frère. Par rapport à d'autres constitutions. Mais quand on échoue, on cherche toujours des alibis. Oh, c'est la constitution, c'est X, c'est Y. Non, c'est la faiblesse. Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions prendre conscience de voir comment relever les défis, réorganiser notre armée. Parce que je vous avais dit tantôt ici que l'état de siège, en tout cas, c'est l'échec total. Ils se sont précipités de décréter l'état de siège sans planification. Ah bon? Alors, j'avais dit ça. Mais pour que l'état de siège puisse donner de meilleurs résultats, il devait d'abord planifier en avance, équiper et réorganiser notre armée. Une armée infiltrée, vous pensez qu'il peut vaincre? Ou qu'il peut rester une guerre? Non. Dans toute guerre, la première des choses d'abord, c'est l'information. C'est ça. Mais quand il y a des infiltrés, à chaque fois vous planifiez que non, c'est par ici que nous allons attaquer, c'est à telle heure, à telle heure. Vous n'avez même pas encore fini. C'est la possession de l'autre côté. Les plaies déjà fruités. Vous voyez. Et là, vous devenez faible automatiquement. Mais il faut d'abord réorganiser notre armée. En interne. Merci maître pour votre point de vue. Alors nous sommes vers la fin de notre émission. Je vais souhaiter maître Isaac Mutanka de nous donner les voies de sortie de cette crise. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer à notre gouvernement, au peuple congolais, pour que nous puissions mettre fin à cette situation de sécurité qui barre? Évidemment, dans ma précédente intervention, j'ai donné des pistes, entre autres investir dans notre armée et dans nos services de renseignement. J'ai parlé de revoir notre diplomatie. J'ai parlé de mettre fin à la patrimonialisation du pouvoir, mais aussi que chacun puisse susciter en lui-même le patriotisme. Parce que moi je me dis toujours, aucune raison n'est noble pour justifier la trahison de sa nation. Et que donc chacun doit se remettre en question, en commençant par les hauts responsables de notre pays. Voilà ce que je peux dire en bref. Merci. En levant par exemple les moratoires sur la peine de mort, ça c'est aussi des acquis quand même que nous pouvons louer de la part du gouvernement en place, maître. Bon, eh bien moi je me dis, il ne faut pas toujours recourir aux fausses solutions qui ont l'apparence de la pertinence. Ah oui, le grand problème c'est d'abord de remettre notre armée au cœur des préoccupations des autorités. Vous savez, un jour j'ai discuté avec un officier de notre armée, un officier supérieur, qui m'avait dit, parce qu'on lui posait la question, mais pourquoi vous avez du mal à mettre fin au phénomène ADF? Il nous avait répondu sagement, en disant que c'est chacun qui se choisit quel genre de clôture il va mettre chez lui. Les uns construisent en roseau, d'autres une petite clôture de 1 mètre en brique, d'autres voient à 2 mètres, à 5 mètres, et ajoutent même des fils de barbelés pour vouloir dire que pour la sécurité,
ça dépend de la valeur que vous accordez à votre propre sécurité. Si nous voulons une armée de pacotille, alors attendons-nous à ce que tout aventurier ait le temps de venir crier cocorico sur le territoire congolais. Mais si nous voulons d'un État respectueux, un État qui compte parmi les nations, nous devons alors investir massivement dans notre armée. Parce que si vous comparez les investissements dans la défense nationale de notre pays et des pays tiers, vous allez comprendre que nous nous amusons chez nous. Le gros du revenu national est étouffé et englouti par le fonctionnement des institutions. Et ce n'est pas correct. Et que donc, il y a beaucoup de choses à revoir dans notre pays pour qu'on retourne sur le droit chemin. Pour que nous puissions nous dire, réellement, nous avons traduit le droit à la sécurité en une réalité. Merci, maître. Merci, Jean-Paul Soko. Quelles sont les pistes de solutions pour mettre fin à cette situation de sécurité qui a déjà perduré pendant plus de 3 décennies? Voilà, justement, comme je l'ai dit tantôt, j'ai bien insisté sur les renforcements de notre défense, notamment les FARDC, la police, les services de renseignement, mais aussi j'ai mis l'accent sur la défense communautaire, parce que beaucoup d'États militaires évoluent très bien. Vous savez, les petits pays voisins, les Rwanda, aujourd'hui, ils sont fiers parce que c'est un État militaire. Tout le monde est presque militaire. Alors, j'aurais bien voulu que l'on renforce cette défense communautaire, à commencer d'abord par ceux qui sont, parce que nous avons déjà une urgence. Nous qui sommes dans des endroits occupés déjà par les rebelles, on devrait renforcer l'équipement et une formation accélérée en faveur des familles Wazalendo, mais aussi il aurait fallu que l'on ait aussi des Wazalendo, parce que moi je me dis qu'il y a deux sortes de Wazalendo. Il y a les Wazalendo sur les fronts, sur la ligne des fronts. Il y a également des Wazalendo qui restent à la maison. Tout le monde, toutes les mamans qui sont au marché, tout le monde qui existe à RDC est déjà Wazalendo. Est-ce que ce Wazalendo là, ce n'est pas une autre forme de sécurité qu'on est en train d'orchestrer ou soit de créer? Parce que vous allez voir ce qui se passe actuellement dans la ville de Goma, c'est catastrophique. Oui, je crois, vous savez, entre deux mots, il faut choisir les moindres. Je crois entre voir les gens se déplacer massivement d'une ville à une autre, d'une localité à une autre, et être tués, être violés, et des orphelins que nous voyons, et entre cette situation-là, et former des jeunes gens copés encadrés, je crois que quelqu'un de raisonnable formerait des jeunes gens copés encadrés. Mais aussi, il y a un problème. Vous savez, notre ennemi, il est très malin. Quand il constate qu'il y a une force qui est en train de les gêner, il diabolise cette force-là. Voilà pourquoi, au prend certains cas isolés des Wazalendo, par exemple, on s'est dit, bon, il y a quelqu'un qui serait Wazalendo, et celui-ci aurait, par exemple, orchestré telle ou telle autre bavure. Bon, c'est encore hypothétique. On ne sait pas si vraiment il s'agit des Wazalendo réellement, mais aussi, il faut qu'on soit très prudent par rapport à ça pour ne pas tomber dans ces pièges de l'ennemi qui veut nous faire croire que alors comme il y a un cas isolé et que ce cas-là soit directement généralisé. Mais aussi, les gens oublient vite les bienfaits. Les gens oublient vite que c'est grâce à ces gens que nous avons, comme je l'ai dit tantôt, des localités qui ont été récupérées. Et vous savez tous que la perfection n'est pas humaine. Et toute structure a toujours eu des imperfections. Et même les FARDC ont leurs imperfections, même l'armée américaine a ses imperfections. Pourquoi pas chez les Wazalendo? Et moi, je m'étonne quand les gens ils insistent trop sur les Wazalendo. Ils oublient de signaler aussi que parmi la population, il y a des gens qui collaborent avec l'M23. Il y a des gens qui collaborent avec les ADF. Pourquoi on met beaucoup plus l'accent sur ce que les Wazalendo ont fait? Mais quand on attrape quelqu'un de la population civile, ça ne fait même pas la haine. C'est-à-dire, on doit apprendre à voir les choses avec nos propres yeux
et non pas nous laisser manipuler par ces gens qui veulent nous faire croire que parce qu'il y a telle bavure quelque part, alors on généralise cette bavure. Et d'ailleurs, c'est ces trucs-là qui sèment, même dans notre pays, c'est un problème qui fait qu'il y ait beaucoup de conflits interethniques. On s'est dit, bon, tel comme il est de la tribu, tel, comme il m'a tué, donc tous les gens de cette tribu sont des tueurs. Non, c'est pas ça. Je crois que chacun est responsable de ses actes, et quand il y a des indisciplinés, par exemple, ils peuvent pas manger parmi les Wazalendo, ils doivent être punis. Voilà, ça c'est une solution. Mais aussi je parlais des partenariats. Là, on doit être beaucoup trop prudent. Je faisais les partenariats. Par exemple, personnellement, moi, j'ai jamais été d'accord avec les troupes ougandaises sur notre sol. D'autant plus qu'il y a un rapport de l'ONU qui a été publié récemment, selon lequel l'Ouganda était en train de financer les M23. Alors, on se demande, cette armée qui tue, qui finance, et c'est l'ONU, là je répète les rapports de l'ONU, qui tue avec les M23 de l'autre côté de territoire des Massissi et des Rutshuru de l'autre côté. Comment ces gens ils peuvent être des alliés fiables? Alors moi je crois que l'Ouganda, vu l'histoire que nous avons avec ces pays, vu par exemple les massacres qui ont été perpétrés par cette armée à Kisangani, je crois que ça ne serait pas vraiment un bon allié, parce que au moment où nous sommes en train de parler, il y a des orphelins des atrocités des Ougandais à Kisangani et partout. Je crois qu'on doit chercher un partenaire qui ne va pas encore essayer de réveiller les mauvais souvenirs que nous avons vécu. Et pourtant, notre gouvernement est en train de renforcer ces accords-là avec l'Ouganda. Dernièrement, il y a eu 10 parlementaires qui se sont rendus en Ouganda juste pour évoquer cette question-là des partenariats. Voilà pourquoi moi je suis en train de dire personnellement que l'Ouganda vraiment n'est pas un allié fiable. Vu l'histoire, vu tout ce qui s'est passé, et il faudrait mieux qu'on trouve d'autres alliés, et je dois le dire que c'est pas qu'il n'y a que l'Ouganda, il y a d'autres pays. Bien sûr, on ne connaît pas très bien les intentions de l'Ouganda dans la région de Beni, mais on maîtrise très bien les rapports de l'ONU par rapport aux actes des UPDF. C'est l'ONU qui apportait une aide au M23. L'M23 qui est en train de nous tuer, grâce auquel nous sommes en train de souffrir, nous sommes en crise. Alors je crois que vu tout ça, vu toutes ces rumeurs, je pense qu'il serait mieux pour le gouvernement congolais de chercher notre partenaire, parce que ce n'est pas à dire qu'il n'y a que l'Ouganda. Merci Jean-Paul Soko. Maître est en train de finir les pistes de solutions que vous proposez à notre gouvernement, aux acteurs politiques, mais également à la population congolaise de l'intérieur du pays, même de la diaspora. Oui, je vais commencer à notre population. Nous devons d'abord réfléchir comment changer la classe politique congolaise. Parce que là, il y a un problème très sérieux à ce niveau-là. Ça, c'est la responsabilité de notre population, parce que ce sont eux qui sont censés choisir les représentants. Les souverains primaires. Et à ce qui concerne notre gouvernement, nous les recommandons le sens du patriotisme responsable. C'est très 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 important. Et avec ce sens-là, ils auront la possibilité d'arranger des choses sur tout le plan. Pourquoi? Parce que nous avons un problème de leadership dans notre pays. Et nous avons des leaders qui ne savent pas s'assumer. Et nous avons des leaders qui ignorent les responsabilités. Mais ces leaders-là sont issus des partis politiques, pour dire que aussi les partis politiques ne sont pas en mesure de nous fournir des leaders capables de diriger ce pays. Là, je ne peux pas m'opposer à toi, parce que tous ces gens-là, ils viennent des partis politiques, de la société civile, par-ci, par-là. On ne peut pas seulement cibler des partis politiques. Il y a déjà de la société civile, il y a déjà des partis politiques. Donc, dans toutes les couches, on a des responsables au niveau du gouvernement. Mais malheureusement, quand ils arrivent,
ce qu'ils disaient quand ils étaient de l'autre camp, en réalité, en accédant au pouvoir, ils font autre chose. Mais aussi, ce qui est très important, le mal en est que nous comptons toujours aux autres au lieu de compter à nous-mêmes. Nous sommes à mesure de faire plusieurs choses. Nous sommes capables même de redresser ce pays. Mais nous sommes de paresseux. Nous attendons toujours qu'on puisse nous venir en aide. Nous ne savons pas aussi valoriser notre État, même notre main-d'œuvre. Nous comptons toujours vers l'étranger. Et c'est ce qui fragilise notre État. Alors nous avons intérêt d'investir dans notre pays, sur tous les plans. Quand je parle d'investissement personnel, au niveau des infrastructures, sur le plan économique, je pense. Sur le plan politique, économique, social aussi. Et cela va créer l'équilibre dans notre pays. J'aimerais aussi placer un mot par rapport à nos amis Wazalendo. Vous savez, le groupe de l'autodéfense. Bon, quand vous parlez de l'autodéfense avec Wazalendo, moi, là, il y a la différence. Parce que quand on parle de Wazalendo, d'abord, cela veut dire que ce sont des patriotes. Pas seulement le fait de dire que je suis Mouzalendo, qu'on devient Mouzalendo, mais on acceptera que tu es Mouzalendo partant de tes actes. Par rapport à votre nation. Le patriotisme ne s'invente pas. Ça se prouve par des actes. Comme nos jeunes là, ils ont accepté de renoncer à leurs préoccupations, à leur charge, d'aller d'abord sauver l'État congolais. Mais on doit les respecter quand même. Même si on peut avoir des faiblesses parmi eux. Il faut savoir comment les encadrer maintenant. Et qu'est-ce qui est à la base de cette faiblesse-là? Mais si ce n'était pas les Wazalendo, soyons réalistes. Aujourd'hui, ça pourrait être autre chose. Mais néanmoins, de leur côté aussi, ils doivent aussi combattre des antivaleurs. Peut-être parce qu'il n'y a pas manque de coordination. Oui, des antivaleurs. Quand je parle des antivaleurs, ils doivent être organisés. Les gouvernements doivent aussi les équiper, les organiser pour leur permettre d'être à la hauteur de leur mission. Parce qu'ils ont une mission bien précise. Mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Alors vous voulez qu'il puisse mettre l'ennemi hors d'état de nuire, vous ne voulez pas lui donner à manger, vous ne voulez pas lui donner des équipements, et vous ne voulez pas aussi le motiver, même s'il est motivé par patriotisme, mais néanmoins aussi, il faut quand même ajouter, renforcer qu'il y ait un accompagnement de la part du gouvernement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, nous pensons qu'il est temps que notre État congolais puisse prendre ses responsabilités et d'être à la hauteur. Pourquoi? Parce que vous constaterez que le pays est pris en otage par quelques personnes. Parce qu'à l'époque de Kasavubu, c'était de mêmes personnes. À l'époque de Mobutu, les mêmes personnes reviennent. À l'époque de Kabila, le père, le Kabila, le fils. Aujourd'hui, donc, nous voyons toujours les mêmes personnes là. C'est le même et parce qu'ils sont censés, c'est eux seulement qui sont censés diriger ces pays. Et si vous voyez même là où il y a même l'intention de toucher la constitution, les gens visent à se pérenniser au pouvoir. Moi, je dis toujours que la politique, c'est comme un chantier. Et si tu as construit la fondation, laissez aussi à l'autre personne de soulever le mur. Et l'autre viendra mettre des charpentes, et ainsi de suite. Et même si vous voulez que vous puissiez vous accaparer de tout, c'est une mauvaise façon de faire des choses. Alors, plus question d'être pris en otage. Il est temps de se libérer de ces gens-là, parce qu'ils pensent que l'État congolais tourne seulement autour d'eux. Et leurs intérêts, c'est ça l'intérêt de la RDC. Et quand ils aillent négocier, ils ne voient pas l'intérêt de la population, mais ils voient leur propre intérêt. La fois passée, on avait donné à Jean-Paul. Cette fois-ci, bon, on va donner à Maître Isaac parce que prochainement, il va accepter qu'on puisse me donner aussi. Donc,
ils tablent sur leur intérêt et non sur l'intérêt du peuple. Alors, la première des choses, le changement viendra de la population. Et je suis sûr et certain que même si à mettre plus, ils oublient, mais il y a maintenant prise de conscience dans les chefs de la population. Donc il faut que la population soit exigeante. Ils doivent exiger, et quand ils vont effectuer leur choix aussi, de nos dirigeants, ils doivent être trop exigeants pour sauver notre pays. Et non voter ou élu par sentiment, mais chercher déjà capable et responsable. Et non voter par des sentiments ou par démagogie. Merci maître, c'est par ces mots d'ailleurs que nous mettons fin à notre magazine des débats politiques Grand Plateau Citoyen. Nous avons accueilli dans ces studios maître. Quel est votre mot de la fin, maître? Bon, juste remercier nos téléspectateurs et remercier la radio-télévision Douane-Biane, Oui. mais aussi appeler tous les Congolais au sens des responsabilités. Comme allait dire Maître Guigui, c'est nous qui élisons ces autorités que nous avons. Si nous sommes convaincus qu'ils nous ont bien servi, qu'ils ont bien servi la nation, prochainement il faut reconduire leur mandat. Mais si nous estimons qu'ils ont failli, il faudra les balayer tous et amener un nouveau vent au sommet de l'État. Mais aussi, à l'endroit de nos gouvernants, lorsque le peuple vous confie les commandes de l'État, ce n'est pas pour l'amusement. Le pouvoir, c'est un outil pour construire la nation. C'est un outil pour transformer le pays. C'est un outil pour créer le bien-être. Voilà ce que je peux donner comme mot de la fin. Merci, c'est maître Isaac Moutanga, il est maître avocat mais aussi analyste politique indépendant, membre du mouvement Éveil Citoyen. Nous avons eu également maître l'analyste en fait politique Jean-Paul Soko. Quel est votre mot de la fin, monsieur Jean-Paul? Merci, je voudrais remercier tous nos téléspectateurs. Ça, j'oublie aussi notre très chère chaîne de télévision Douane-Biane pour avoir créé cet espace qui va permettre que nous soyons au courant de ce qui se passe dans notre pays. Mais aussi à propos de notre sujet, je voudrais confirmer encore que on est mieux servi que par soi-même. Et donc la RDC, le gouvernement congolais devait mettre en place des stratégies, notamment à renforcer l'armée, la défense communautaire, mais aussi à renforcer également l'éducation à la citoyenneté, l'initiation à la citoyenneté, pour que nous puissions avoir des vrais patriotes, parce que quand on est enfant, on grandit, on devient vrai patriote. Une fois militaire, on va vraiment changer les pays. Mais aussi, je voudrais dire à tous les acteurs politiques de notre pays qui ont peur, parce qu'on a parlé de la peur, que quand on s'engage à servir le peuple, on devient soi-même un sacrifice. Et donc, il faut être prêt à trois choses: la mort, la prison et l'exil. Et en dehors de cela, en tout cas, il faut faire autre chose, du commerce et autre chose. Mais si vous voulez vraiment servir le peuple, soyez prêts à vous sacrifier vous-même pour ces peuples-là. Voilà pourquoi on doit signer les accords avec les autres États, même si ça va nous coûter la mort. Il faut voir comment anticiper cette mort-là pour qu'elle n'arrive pas. Merci. C'est Jean-Paul Soko, lui il est analyste politique. Votre mot de la fin, maître. Merci beaucoup. Je salue encore tout le monde. Et c'est l'occasion pour moi de clôturer en disant que ce pays a tout donné à nos dirigeants. Alors on se pose la question si nos dirigeants ont donné quoi à ce pays. En ayant la réponse à cette question, nous serons conséquents prochainement à nos choix. Nous avons dit merci. Lui, c'est maître Guy Kasereka Kisunga. Il est maître avocat, mais aussi membre du parti politique RCD, mais il faut le préciser. De l'honorable Atipase Moussa Nyamwesi. Bien sûr. Merci. J'ai été à la présentation d'Ovia Mouvunga Floribert et nous vous fixons un prochain rendez-vous. Ciao. Merci.